Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la disparition du combattant de la liberté et de la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela s'est éteint jeudi soir à l'âge de 95 ans. Les drapeaux sont en berne en principauté et une messe en sa mémoire sera prochainement célébrée. Le Téléthon vendredi et samedi sur le port Hercule, vous découvrirez les animations et comment sont utilisés les fonds récoltés. Et enfin, nous irons à la Turbie où s'est déroulée la conférence de presse avant le match opposant Monaco à Ajaccio et comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Nous débutons ce journal évidemment par la disparition du héros de la lutte contre l'apartheid. Au-delà d'un deuil national en Afrique du Sud, il s'agit d'une disparition qui frappe l'ensemble de la planète. Nelson Mandela n'est plus, il s'est éteint chez lui à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Des liens unissent Monaco et l'Afrique du Sud. Nelson Mandela s'est rendu plusieurs fois en principauté, en 2001 aux côtés du prince régnier pour la remise des Laureus Awards, ou plus récemment en 2007 aux côtés de la famille princière. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse de Monaco, ont appris avec une immense tristesse la disparition de Nelson Mandela, un grand homme qui a su, grâce à son courage, son abnégation et sa générosité, changer le cours de l'histoire et faire de sa vie un combat pour la justice et le respect de la dignité humaine. Le prince a souhaité que les drapeaux du palais princier et des institutions publiques de la principauté soient mis en berne et qu'une messe à la mémoire de ce grand dirigeant que le monde entier pleure soit prochainement célébrée à Monaco. Premier président d'Afrique du Sud multiracial, prix Nobel de la paix, les hommages se multiplient à travers le monde. On écoute la réaction de Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco. Ce matin, j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de peine parce que c'est un homme qui a marqué énormément l'histoire de son pays, mais aussi du monde, par le fait que, par ce geste de pardon et de réconciliation, il a compris qu'on ne pouvait pas construire l'avenir si entre les hommes il n'y avait pas de pardon et de réconciliation et de paix au bout. Voilà. Et quelle est la plus belle chose qu'il laisse sur cette terre? Moi, je crois que c'est ces gestes de réconciliation qu'il nous laisse. Je crois que notre monde est trop divisé, trop, disons, trop dans la haine, dans le quant à soi, tandis que lui, il a essayé de jeter des ponts entre les hommes. C'est ça, c'est un jeteur de ponts. Le couple princier a prévu de se rendre aux funérailles de ce combattant de la liberté qu'ils considéraient tous deux comme un exemple, un symbole de la réconciliation. On passe à un autre sujet. Le 27e Téléthon se déroule en ce moment un peu partout en France et bien sûr en principauté au village du Téléthon sur le port Hercule. Il y aura de nombreuses animations, il faut en profiter. La météo s'annonce clémente et puis c'est pour une bonne cause, lutter contre les maladies génétiques rares et orphelines. Élodie Messager est allée du côté du village du Téléthon. Reportage. Danser pour la bonne cause, c'est avec une flash mob que les scolaires de la Principauté ont donné le coup d'envoi du Téléthon 2013. Ils étaient plus d'une centaine à participer à cette chorégraphie géante vendredi. Une mobilisation éclair pour inciter les Monégasques à venir nombreux visiter le village du Téléthon ce week-end. On vient de participer à la flash mob. C'est pour le Téléthon et pour aider les hôpitaux qui y travaillent. On s'est vraiment très bien amusé. J'ai adoré cette danse et c'était très bien. C'était pour les gens malades, les gens pauvres et j'ai aimé ça pour faire des médicaments. Ça attirait des gens et comme ça ils pouvaient venir au village du Téléthon. Le compte à rebours est lancé. Vous avez jusqu'à samedi soir pour participer aux nombreuses animations proposées dans le village du Téléthon et ainsi aider les enfants atteints de maladies rares et lourdement invalidantes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur le Téléthon? Beaucoup d'activités. Bien sûr, nous allons avoir la compagnie des sapeurs-pompiers qui va proposer de faire une ascension de la grande échelle. Il y a différentes animations comme une braderie, un stand de décoration de Noël et puis en même temps la possibilité de se distraire avec la carabine de Monaco qui propose de s'initier au tir, que ce soit au pistolet ou à la carabine. Hélière Monaco qui nous rejoint cette année et qui propose des baptêmes. Donc c'est un coût de 40 € par personne. Sur ce coût,
10 € sont reversés au Téléthon. Le Téléthon, un rendez-vous de générosité et une chaîne de solidarité à laquelle la Principauté participe pleinement. L'an dernier, 137 000 € ont été récoltés, un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser. L'argent est ensuite utilisé pour aider les malades et financer la recherche. Pour faire un don, vous pouvez également appeler le 3637. Comment sont utilisés les fonds récoltés durant ces 2 jours, ce vendredi et samedi? Quelles sont les avancées notables ces dernières années? Élodie Messager est allée à Évry dans une des structures de recherche du Téléthon. C'est ici, dans ce complexe de 10 000 m², que 80% des dons du Téléthon sont investis chaque année. Situé sur la commune d'Évry, dans l'Essonne, Généthon est le laboratoire de l'Association française pour les myopathies. Il regroupe 230 experts qui travaillent à mettre au point des traitements innovants pour les patients atteints de maladies rares. À l'origine des troubles, un gène défaillant qu'il faut remplacer par un gène médicament. Pour fabriquer ces produits de thérapie génique, les scientifiques disposent d'une immense banque d'ADN et de cellules. Créé dans les années 90, ce laboratoire rassemble aujourd'hui plus de 300 000 échantillons prélevés sur 83 000 personnes. Ici, nous sommes dans la banque d'ADN et des cellules de Généthon. C'est une banque qui collecte les prélèvements des familles atteintes de maladies génétiques pour extraire la matière première pour les chercheurs. Ici, à la banque, nous sommes à 430 pathologies, maladies génétiques différentes, qui appartiennent à toutes les catégories des pathologies. C'est pas que les neuromusculaires, on a les neurologiques, les dermatos, on travaille beaucoup avec les instituts de cancer et il y a aussi le pneumo, toutes les syndromes rares, on a toutes sortes de pathologies ici. Oui. L'Institut de biothérapie, composé de Généthon, de l'ISTEM, mais aussi de l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et de l'Atlantique Gène Thérapie à Nantes, représente l'unique espoir pour les malades d'être un jour soignés. Faute de rentabilité, l'industrie pharmaceutique classique n'a pas souhaité investir dans ces pathologies qui concernent des populations trop restreintes. Pourtant, mises ensemble, les maladies rares touchent près de 30 millions de personnes en Europe. Après avoir joué un rôle pionnier dans le décryptage du génome humain, Généthon développe aujourd'hui des médicaments destinés à des essais thérapeutiques selon une technologie complexe et innovante. Produire un médicament de thérapie génique, c'est particulièrement compliqué. Le médicament de thérapie génique, c'est en réalité l'association d'un gène qui porte l'activité thérapeutique et d'un transporteur moléculaire qui va permettre de transporter ce médicament au sein des cellules malades. Et ce transporteur, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composantes de virus qu'on a reconstituées au laboratoire parce qu'ils ont cette capacité à rentrer dans les cellules malades. Alors, comme vous l'entendez, c'est beaucoup plus compliqué qu'un médicament issu de la chimie, comme l'aspirine par exemple. Et la synthèse, la production de ces médicaments, surtout à grande échelle et sur les normes pharmaceutiques. Il y a quelques mois, Généthon a obtenu le statut d'établissement pharmaceutique, une étape clé qui a permis d'accélérer le programme de développement de biothérapie innovante pour les maladies rares, de la vision, des muscles ou encore du système immunitaire. Mais avant qu'un traitement puisse être délivré aux malades, il est nécessaire de s'assurer de la bonne tolérance du médicament et de son efficacité, et cela prend plusieurs années. Avant d'arriver en phase clinique, il y a des phases d'essais sur animaux. Auparavant, il y a encore ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc tout ça, c'est au stage de la recherche et du développement. Une fois qu'on est arrivé à l'essai clinique, il y a 2 phases essentiellement, voire 3 phases d'essais cliniques. Donc c'est des essais sur l'homme. Et donc là, on va tester non seulement la sécurité, la pureté, mais aussi l'efficacité du médicament. Une fois qu'on a réussi à démontrer ça sur une population de patients en essai clinique, on peut prétendre à monter et à demander une autorisation de mise sur le marché, donc une AMM, qui aura pour effet de pouvoir commercialiser, mais traiter d'une façon générale un plus grand nombre de patients. Les médicaments qu'on fait, c'est des thérapies innovantes, donc effectivement, on essaye d'avoir à la fois des équipements et des moyens de contrôle qui soient vraiment, comme vous dites, à la pointe pour pouvoir être efficaces et ne pas gaspiller ou ne pas perdre de temps. Généthon Bioprod, premier centre de production de médicaments de thérapie génique au monde, est l'aboutissement de 23 ans de recherche financée par l'Association française pour les myopathies, une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie. Le fonctionnement de ce laboratoire à but non lucratif dépend entièrement de la générosité publique. Aujourd'hui, Généthon a son unité de production de médicaments de thérapie génique qu'on peut tester chez l'homme.
Et ça veut dire un bâtiment qui a coûté très cher, bien sûr, mais fortement soutenu par les collectivités territoriales. Par contre, les coûts de fonctionnement, les experts dans Généton Bioprod, les consommables, etc., tout ça dépend des fonds du Téléthon. Or, nous avions déjà un budget scientifique qui était énorme et il se voit encore augmenter de plus de 10 millions d'euros en plus. Donc ça veut dire que tous les ans, alors que le budget scientifique est de l'ordre de 60 à 65 millions d'euros, on a 10 millions d'euros de plus. Et puis en plus, il y a l'aide aux malades qui est de l'ordre de 37 millions d'euros tous les ans. Donc le challenge et le défi est très, très important et très ambitieux. 88 millions d'euros, c'est la somme récoltée en 2012, un chiffre qu'il faudra encore atteindre cette année pour permettre au laboratoire de poursuivre ses actions avec le même dynamisme. Depuis 1987, date du premier Téléthon, la chaîne humaine de solidarité n'a jamais faibli, une chaîne à laquelle la Principauté participe tous les ans. Autre opération caritative, en bref, la 9e édition des Nez Rouges de l'association Les Enfants de Francky. Cette association s'occupe d'enfants malades et défavorisés de toute la région. Après le spectacle, le traditionnel Noël du clown Francky qui s'est déroulé fin novembre, sachez que vous pouvez acheter un nez rouge que l'on peut placer sur ou dans son véhicule. Pour cela, il faut se rendre au village de Noël dans le chalet des Enfants de Francky jusqu'à dimanche. L'opération Nez Rouge se déroule officiellement le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Et à cette occasion, une messe a été célébrée en la cathédrale en présence de nombreuses personnalités. À l'issue, des enfants ont défilé dans les rues du Rocher pour une distribution de friandises, Saint-Nicolas étant le protecteur des enfants. Saint-Nicolas est souvent comparé au Père Noël. Et bien le village de Noël, situé sur lequel Albert Ier a été inauguré jeudi soir en présence de Pierre Casiraghi, du ministre d'État, de ses conseillers et du président du Conseil national. Au total, 28 chalets et 3 manèges avec un décor féerique. Le thème choisi cette année par la mairie, les rues enchantées de Noël. Ce vendredi paraît le dernier épisode de la BD Michel Vaillant, le titre Voltage. On peut y découvrir la Venturi vaillante, inspirée de la jamais contente du constructeur automobile Venturi. D'ailleurs, en septembre dernier, le scénariste Philippe Gratton s'était rendu à Bonneville, en Utah, où le véhicule électrique de Venturi effectuait des réglages en vue d'une nouvelle tentative de record de vitesse. On l'écoute. Je pense que pour la bande dessinée, et particulièrement pour Michel Vaillant, au départ, il y a un vrai travail de reportage. C'est-à-dire que même si les histoires sont inventées, même si c'est de la fiction, ça se passe dans un cadre réel. Et il y a un côté presque documentaire et extrêmement réaliste. Et donc, pour faire une BD qui tienne la route, il faut vraiment se documenter comme le ferait un reporter. C'est-à-dire prendre des photos de détails techniques, parler avec les ingénieurs qui sont là, parler avec Roger Schrauer, le pilote. Tout ça, c'est vraiment de la matière première indispensable. Après, dans le scénario, c'est vrai qu'on va inventer des situations, des choses qui ne sont pas, mais tous les éléments techniques, automobiles, technologiques sont réels. Ça intéresse d'abord le scénariste de bande dessinée parce que c'est la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. D'un point de vue de documentation, j'ai besoin de toutes ces informations. Mais ça m'intéresse moi aussi en tant qu'humain du XXIe siècle parce que là, on est en train d'assister à quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas une petite chose, cette tentative de record de faire en fait que pour la première fois un véhicule électrique sera plus rapide que les véhicules thermiques, c'est historiquement quelque chose d'important et surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir le travail qui est fait avec des jeunes ingénieurs qui pensent différemment, qui ont besoin d'imagination, de trouver des solutions qui n'ont jamais été trouvées avant, à des problèmes qui ne se sont jamais présentés avant. Et là, on est aussi dans le domaine de l'imagination et de la création. Voilà, Voltage, la dernière aventure de Michel Vaillant inspirée d'une voiture monégasque. La BD vient de sortir ce vendredi en librairie.
Football, les taux se resserrent, ou plus exactement le classement se resserre. Monaco n'est plus qu'à 2 points du leader parisien et à 1 point du dauphin lillois. Tous les matchs sont importants. Ce dimanche, Monaco accueille à 21 h au stade Louis II Ajaccio, une équipe en bas de tableau. Frédéric Elion a assisté à la conférence de presse d'avant-match. Revenu à 2 points du Paris Saint-Germain après un succès probant lors du derby à Nice mardi soir, l'AS Monaco a l'occasion d'enchaîner un 4e succès consécutif dimanche face à Ajaccio. Un match des extrêmes face aux Corses, 19e et une seule victoire au compteur depuis le début du championnat. Les joueurs de Christian Bracconi voyagent mal avec seulement 3 points pris à l'extérieur, mais pas question de prendre ce match à la légère pour Claudio Ranieri. Le technicien réclame une concentration maximale pour cette rencontre, relâchement interdit. C'est important d'être intelligent et jouer bien le ballon, parce qu'Ajaccio fait un bon match à Istres contre Bastia, 10 contre 11 fait le match nul. Donc, c'est très important d'être concentré et motivé. Je veux voir mon joueur, après 2 bons matchs, fait la même chose. Touché à la cuisse, Radamel Falcao est forfait dimanche, une absence qui profite à Emmanuel Rivière, qui devrait de nouveau être aligné dans le 11 de départ monégasque. Buteur à Nice, le Martiniquais n'était pas pleinement satisfait de sa performance à l'Alliance Riviera. J'ai revu toutes mes actions parce que j'ai eu pas mal de situations que j'ai mal gérées. Donc j'ai revu pour les examiner et pour la prochaine fois les mettre dedans. Je ne suis pas satisfait, je ne me contente pas de ce but que j'ai marqué puisque j'ai eu 2 autres occasions que je dois être plus tueur. Donc voilà, je les ai examinées et je sais que j'ai encore du travail à faire sur ma finition. Donc j'ai examiné pour être plus tueur et pour progresser encore. Outre Falcao, Ferreira Carrasco est également absent. Le jeune Belge, blessé à la cheville, devrait revenir dans 10 jours. Ricardo Carvalho, touché au nez, devra lui porter une protection sur le visage dimanche. Quel temps va-t-il faire ce week-end et puis le début de la semaine prochaine? Voici la météo. A commencer par samedi, un beau soleil malgré quelques nuages, les températures de 10 à 15 degrés. Dimanche, un temps toujours bien ensoleillé, calme, les températures sont stationnaires. Lundi, du soleil et des nuages très discrets, il fera de 10 à 16 degrés. Et enfin mardi, du soleil et pratiquement pas de nuages, comptez de 11 à 16 degrés. Ce journal est terminé. Je vous rappelle l'information principale. La principauté s'associe à la triste nouvelle, la disparition de Nelson Mandela. Les drapeaux sont en berne et une messe sera prochainement célébrée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.